Jean-Bédel Bokassa naît le 22 février 1921 dans l'Oubangui-Chari, colonie française de l'Afrique équatoriale française. Son enfance est une tragédie. Son père, accusé d'avoir frappé un administrateur colonial, est arrêté et meurt mystérieusement en prison. Quelques jours plus tard, sa mère, effondrée, se suicide. Bokassa, orphelin à 6 ans, est élevé par ses grands-parents. Très tôt, il se montre ambitieux, autoritaire, avec un caractère fort. Ses professeurs le décrivent comme intelligent, mais violent et orgueilleux. Il rêve déjà de grandeur. En 1939, à 18 ans, il s'engage dans l'armée française. Il participe à la Seconde Guerre mondiale, notamment à la campagne d'Italie. Puis il combat en Indochine, où il gagne des décorations mais aussi une réputation de brutalité. Il apprend le maniement des armes, la discipline, et surtout, il découvre le pouvoir que donne la force militaire. En 1960, la Centrafrique devient indépendante. David Dacko, cousin de Bokassa, est élu président. Bokassa, de retour au pays, est nommé chef d'état-major. Mais très vite, il se sent humilié. Dacko ne le prend pas au sérieux et l'armée n'a pas de moyens. Dans l'ombre, Bokassa prépare sa revanche. Dans la nuit du 30 et 1 décembre 1965, alors que le pays célèbre la nouvelle année, il lance son coup d'État. Les chars envahissent Bangui, les ministres sont arrêtés et Dacko est renversé. Au matin du 1er janvier 1966, Bokassa annonce à la radio « À partir de ce jour, moi, Jean-Bédel Bokassa, je prends en main les destinées de la République centrafricaine. » Il devient président et bientôt maître absolu du pays. Bokassa installe rapidement une dictature. Les opposants disparaissent. Les prisons se remplissent. Le culte de la personnalité s'installe. Son portrait trône partout. Il exige qu'on l'appelle Papa Bok. Mais son rêve est plus grand. Il veut devenir empereur, comme Napoléon, qu'il admire. En 1976, il abolit la République et proclame l'Empire centrafricain. Le 4 décembre 1977, il organise son... Point d'orgue d'un régime basculant dans la folie, le 4 décembre 1977, Bokassa s'autoproclame empereur au cours d'une cérémonie ubuesque. Vêtu d'une copie de l'uniforme que portait le maréchal Ney lors du sacre de Napoléon Ier, Bokassa, assis aux côtés de sa femme promue pour l'occasion impératrice Catherine, arbore fièrement sa couronne et son sceptre, couvert de diamants, devant un parterre de 5000 invités. La cérémonie est démesurée. 5000 invités, dont des chefs d'État étrangers. Une couronne sertie de diamants posée sur sa tête par lui-même. Un trône en or massif. Des chevaux blancs importés spécialement de France. Des uniformes rouges et dorés pour ses gardes. Coût estimé 20 millions de dollars, soit plus que le budget annuel de son pays. Pendant ce temps, la population souffre de famine. Les routes sont impraticables. Les écoles sans moyens. Le contraste choque la planète. La presse internationale parle de folie impériale. Bokassa, lui, jubile. Sous Bokassa, la terreur est quotidienne. Les opposants sont arrêtés, torturés, exécutés. Les journalistes sont muselés. En avril 1979, des milliers d'élèves manifestent contre l'obligation d'acheter des uniformes scolaires fabriqués dans une usine appartenant à Bokassa. La répression est sanglante. Selon des témoins, des dizaines, peut-être des centaines d'élèves sont tués dans la prison de Bangui. Le sang coule dans les cellules. Mais ce qui fera le plus de bruit, ce sont les accusations de cannibalisme. Des témoins affirment que Bokassa faisait disparaître ses ennemis et que certains finissaient dans son assiette. La presse française s'empare de l'histoire et le surnomme l'empereur cannibale. Était-ce vrai? Difficile à dire. Certains disent que ce n'était qu'une rumeur amplifiée par la France pour justifier sa chute. Mais l'image restera gravée pour toujours. En 1979, la France décide d'agir. Officiellement, elle veut protéger les droits de l'homme. Officieusement, elle veut se débarrasser d'un allié devenu encombrant. En septembre, Bokassa est en visite en Libye. Les parachutistes français lancent l'opération Barracuda. En quelques heures, le régime tombe.
David Dacko est remis au pouvoir. Bokassa fuit en Côte d'Ivoire, puis en France, où il vit confortablement dans un château. L'homme qui se voulait empereur d'Afrique est désormais un exilé méprisé. En 1986, Bokassa prend une décision surprenante. Il retourne en Centrafrique. À peine arrivé, il est arrêté et jugé. Le procès est historique. On l'accuse de meurtre, de détournement de fonds et de cannibalisme. En 1987, il est condamné à mort, mais sa peine est commuée en prison à vie, puis en 20 ans de travaux forcés. Finalement, en 1993, il est gracié par le président Ange Félix Patassé. Affaibli, Bokassa se retire. Il se proclame alors le 13e apôtre du Christ, affirmant recevoir des visions divines. Il meurt en 1996, dans l'indifférence générale. Jean Bédel Bokassa reste une figure controversée. Pour ses détracteurs, il est l'incarnation de la tyrannie africaine, de la corruption et de la folie des grandeurs. Pour certains de ses partisans, il fut un homme trahi par la France, utilisé puis abandonné. Mais dans l'imaginaire collectif, un seul surnom reste, l'empereur cannibale. Un mélange de réalité et de mythe qui fait de lui l'un des dictateurs les plus tristement célèbres du continent africain. Jean Bédel Bokassa voulait être Napoléon. Il est devenu une légende noire. Son histoire est celle d'un homme qui a tout eu et tout perdu. Une preuve que le pouvoir, quand il n'a aucune limite, ne mène pas à la grandeur, mais à la folie.